BFM Business avec La Tribune et Air & Cosmos présente Air & Défense. Jean-Baptiste Huette. C'est l'heure d'Air & Défense sur BFM Business. On décrypte chaque semaine l'actualité de la défense, de l'aéronautique et du spatial. Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise qui est au cœur de la souveraineté spatiale en Europe. Cette entreprise, c'est Eutelsat. Son directeur général, Jean-François Fallacher, sera avec nous, avec Michel Cabirol, qui est rédacteur en chef à La Tribune. Dans l'aéronautique civile, comment concilier le droit des passagers et la rentabilité des compagnies aériennes? Vaste question, décryptage avec Léo Barnier, rédacteur en chef d'Air & Cosmos. Enfin, dans Signaux faibles, on va aller faire un tour du côté de la zone 51 pour analyser les Doritos volants. Qu'est-ce que c'est que ça? On en parlera avec Antoine Larigauderie. Mais tout de suite, c'est Jean-François Fallacher, le patron d'Eutelsat. Air & Défense, l'interview. Jean-François Fallacher, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Eutelsat. Merci beaucoup d'être avec nous dans Air Défense. À mes côtés pour vous interviewer, Michel Cabirol, rédacteur en chef défense, aérospatiale, transport, à La Tribune. Merci Michel d'être avec nous. Bonjour Jean-Baptiste. Jean-François Fallacher, vous avez été au cœur de l'actualité ces derniers jours, puisque l'État, principal actionnaire d'Eutelsat, à hauteur de 29,6%, a usé de son droit de veto, décision assez rarissime, pour bloquer la cession d'antennes au Suédois EQT. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé? Et parenthèse, mais pourquoi Eutelsat avait choisi de céder comme ça des bouts de segment sol, ce qui peut paraître un actif stratégique pour l'entreprise? Alors, tout d'abord, ce projet, il a été initié au début de l'année 2024, quelques mois après l'acquisition de OneWeb, période dans laquelle la société clairement recherchait du cash. Voilà. Et donc avait bouclé ce deal avec ce fonds de private equity qui s'appelle Equity pour en fait vendre le secteur sol, c'est-à-dire nos antennes au sol, et les louer ensuite. Voilà. Et l'État a décidé, alors ce type de transaction, bien entendu, elle est soumise à l'approbation d'un certain nombre d'États, et l'État français, dans la nouvelle situation qui est celle de Telsat, a décidé vraiment qu'on était un actif absolument stratégique. Vous savez qu'on a aussi signé un accord avec les forces armées françaises, un accord important, puisque c'est un accord d'1 milliard d'euros sur une période de 10 ans, visant à doter l'armée française de capacités de communication OneWeb Eutelsat. Et pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que représente aujourd'hui le segment sol pour Eutelsat? C'est, j'allais dire, le cœur du réacteur de l'entreprise. Vous avez des stations qui sont réparties dans le monde entier. C'est quelque chose d'absolument vital. J'allais presque vous dire, c'est plus important que les satellites. Alors, effectivement, peut-être pour vos téléspectateurs, on peut redire en 2 mots ce qu'est Eutelsat. Donc, Eutelsat, une entreprise historique qui opère des satellites depuis plus de 47 ans. Alors, à l'époque, c'était des satellites dits géostationnaires. On peut, pour vos téléspectateurs, redire ce qu'est un satellite géostationnaire. C'est un satellite qui a une orbite de 36 000 km, relativement haut donc. À cette orbite-là, le satellite tourne exactement à la même vitesse que la planète. Donc en fait, un satellite qui est positionné au-dessus de la France, il sera toujours à ce même endroit. Bon, ces satellites-là, ils faisaient de la diffusion vidéo au départ, et puis de début des années 2000, on a mis en place des satellites pour faire des télécommunications, de l'accès Internet. Le seul sujet qu'on a, c'est des satellites qui sont très puissants, qui ont une couverture qui est très stable, mais quand vous faites une requête, par exemple Google, l'information part de votre antenne client, elle va à 36 000 km sur le satellite, elle redescend sur les serveurs Google, Google donne une réponse qui remonte dans le satellite qui redescend, 4 fois 36 000 km. Grosse latence. 4 fois 36 000 km à la vitesse de la lumière, c'est entre 0,6 et 0,7 secondes. Donc c'est ce qu'on appelle la latence, entre le moment où vous pressez le bouton et puis le moment où vous avez le retour, cette latence, d'où l'arrivée de nouvelles constellations dites basse orbite. Ça, c'est OneWeb, c'est l'acquisition qu'a fait Eutelsat, c'est le nouveau business de Eutelsat depuis 3 ans maintenant, qui en fait là, un objet très différent, c'est une constellation de 650 satellites qui sont dans des orbites basses, donc non plus à 36 000 km, mais pour nous à 1200 km. Et en fait, cette constellation, ce sont 12 anneaux qui passent par les ports. Sur chaque anneau, vous avez 50-55 satellites. Donc là, à ces orbites-là, ça tourne très très vite. Ces satellites, ils font le tour de la planète en moins de 2 heures. Donc vous imaginez 12 anneaux avec 650 satellites qui sont en mouvement perpétuel. D'où l'importance du segment sol, justement. Exactement, c'est là où je veux en venir. Ouais. Donc pour que cela fonctionne, ces satellites-là, ils doivent bien sûr communiquer avec le sol. Et donc nous avons sur la planète, au moment où on parle,
41 champs d'antennes. Alors, ce sont des objets d'ailleurs magnifiques. Ce sont des champs de 8 à 12 antennes. Chaque antenne, elles sont relativement grosses, suit un de nos satellites qui passe en visibilité. Et ces champs-là, ils sont partout sur la planète. Donc, on en a en Europe, on en a dans le Nord, près des pôles, en Arctique, en Antarctique, dans des déserts. Et donc, on en a 41 sur toute la planète de façon à avoir une couverture mondiale. Et c'est ça, ce segment sol. Et il est vrai qu'il est assez critique parce qu'il permet finalement à ces satellites de raccorder les clients et au réseau backbone mondial. Et ces 41 champs d'antennes sont interconnectés avec un immense backbone fibre mondial qui permet de rendre un service de haut débit de bout en bout. Jean-François Fallacher, est-ce que cette décision du gouvernement vous a surpris? Et deuxième petite question, est-ce que finalement ce veto ne va pas être un frein à vos investissements, parce que vous perdez grosso modo 550 millions dans cette opération? Est-ce que ça remet en cause votre plan de financement? Alors, ça ne remet absolument pas en cause le plan de financement. Donc, effectivement, nous avions ce deal, c'était recevoir 560 millions d'euros en cash, mais en contrepartie d'une location très longue durée de ce segment sol. Donc, c'est ce qu'on appelle des deals de sell and leaseback. Donc, on vend et on loue. C'est un peu similaire à ce qui se passe chez les opérateurs de télécom avec les tours, où finalement vous vendez vos tours et vous les louez pendant une période longue. Donc, dans la nouvelle configuration de Telsat, suite à notre recapitalisation et tout le travail qu'on est en train de faire sur la restructuration de notre dette, ça ne nous pose pas de souci de ne pas finalement avoir ce schéma-là. Donc, il n'y a aucun sujet sur notre plan de financement par rapport à ce que nous avions annoncé. Voilà. Donc, c'est plutôt un mal pour un bien. Je ne sais pas si c'est un mal pour un bien. En tout cas, ça ne nous pose pas de problème dans notre plan de financement à moyen, court terme, long terme. Voilà. Et la décision du gouvernement vous a surpris ou pas, finalement? Écoutez, là, le gouvernement est souverain. Très honnêtement, oui, ça a été une surprise, mais on en comprend les raisons. Encore une fois, c'est la décision qui montre l'aspect stratégique et souverain européen de Telsat. Il y a un autre dossier, évidemment, où vous êtes au cœur, notamment dans le cadre du consortium SpaceRISE, c'est IRIS². Le futur projet de connectivité européen qui est en cours de marche. Vous allez d'ailleurs peut-être nous dire où est-ce qu'on en est exactement. Vous avez, je crois, il y a quelques jours, sécurisé ce qu'on appelle la bande K, qui permet justement de propulser un petit peu plus en avant le projet. Où est-ce qu'on en est de manière très factuelle aujourd'hui dans IRIS²? Alors, écoutez, IRIS², vous avez raison, c'est un projet absolument important parce que c'est le projet de future constellation européenne. Donc, ce projet, il a été remporté par un consortium du nom de SpaceRISE. Alors, ce consortium, c'est 3 entreprises, nous-mêmes, Eutelsat, SES et Hispasat. SES est un opérateur luxembourgeois et Hispasat un opérateur espagnol. Donc nous avons monté en 2024 un consortium avec eux. Nous avons remporté ce qu'on appelle un PPP, donc un Public-Private Partnership, visant à construire cette constellation du futur. Projet d'un montant global de 10,6 milliards d'euros, donc visant à faire une constellation LEO, donc basse orbite, MEO, avec des satellites moyenne orbite, qui seraient un peu le backbone de cette constellation basse orbite pour le futur. Voilà. Cette année 2025 a été utilisée pour raffiner les spécifications de cette constellation et puis pour travailler avec finalement la chaîne industrielle, un certain nombre d'industriels, je ne peux pas tous les citer et j'espère qu'ils me pardonneront, mais des industriels les principaux qu'on connaît, Thales, Airbus Space and Defense, OHB, une entreprise allemande, Aerospace Lab, une entreprise belge, et de nombreuses entreprises sous-traitantes, de façon à obtenir aussi des propositions un peu plus cadrées de cette constellation. Et on arrive effectivement, là, on est rentré dans une phase importante du projet. Alors, dans le doux jargon de la Commission européenne, ça s'appelle le rendez-vous 1. Donc le rendez-vous 1 vient d'être ouvert. Il se terminera à la fin du mois d'avril de cette année. Et donc nous aurons, nous, le consortium, à la fois la possibilité dans le cadre de ce rendez-vous 1 de toucher un petit peu aux caractéristiques de cette constellation pour les
les adapter aux offres qu'on a reçues, mais ça sera une phase importante parce que ça sera un engagement de ce consortium pour la réalisation concrète de cette constellation. Donc on vise, je le rappelle, à avoir une constellation qui sera à la fois d'ordre commercial, donc, ce qui est exactement ce que nous faisons nous aujourd'hui, donc Eutelsat avec OneWeb, c'est vendre des services commerciaux dans une bande de fréquences qui s'appelle la bande KU, et puis aussi d'avoir une constellation qui sera qui permettra de servir les gouvernements et les militaires dans une bande spécialisée de fréquences qui s'appelle la bande KA1000. Je suis désolé, je jargonne un peu pour vos téléspectateurs. Justement, c'est l'occasion. Qui est une bande de fréquences réservée pour les militaires avec des caractéristiques un peu plus durcies de ces satellites. Donc ce seront des satellites qui sont capables à la fois de servir du commercial et aussi du militaire. Donc l'objectif, c'est d'avoir une constellation qui est opérationnelle en 2030 et qui sera de nature technologiquement plus avancée. Enfin, nous, en interne, chez Eutelsat, on appelle ça la V2 de nos satellites, voilà, la deuxième version de nos satellites. Donc voilà ce qui est en cours. Mais est-ce que ce projet est aujourd'hui pérenne ? Est-ce qu'il est toujours à risque ? D'autant plus que finalement, quand on voit les projets de constellations un peu concurrentes en Allemagne et en Italie, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que Iris-Carré est lancé ou pas ? Alors, Iris-Carré est bien lancé, puisque l'appel d'offres a été octroyé, il y a un consortium qui existe, il y a des financements qui sont réservés en Europe, mais effectivement, il y a des voix qui viennent de se lever, il y a quelques mois de ça, et là, on retombe sur un des sujets, je pense, un des pièges que peut avoir l'Europe, c'est ce que j'appelle, moi, la fragmentation. Alors, on peut comprendre les raisons pour lesquelles, en fait, l'Europe, c'est quand même une collection de pays souverains, avant tout. Et donc, il y a toujours une tentation de pays souverains de faire leur propre objet plutôt que finalement de se regrouper ensemble, de bâtir une constellation. Et donc, il y a eu des annonces, effectivement. Donc, à ce stade, on est dans le domaine des annonces du ministère de la Bundeswehr, du ministère de la Défense allemand, d'une volonté de créer une constellation basse orbite spécifique pour des besoins de défense. Donc nous, premièrement, on respecte bien sûr la volonté souveraine de chaque pays en Europe, mais c'est vrai que je me permets, on alerte sur le fait que nous avons face à nous des géants, Starlink, Amazon qui arrive, 2 constellations chinoises, avec des moyens considérables, et vous le savez, et donc moi, clairement, je pense que fragmenter les moyens européens, partir d'une certaine façon, chacun avec sa propre constellation, ça n'est pas la solution. D'autant plus que ces constellations-là, il faut le rappeler, parce que souvent on l'oublie, ce sont des constellations qui sont par construction mondiale. Notre constellation OneWeb, elle est capable de fournir des services de broadband très haut débit partout sur la planète. En Afrique, en Asie, au pôle Nord, au pôle Sud, sur les océans, dans les airs. Donc en fait, ces constellations basse orbite qui sont des objets très coûteux, 2 chiffres que je vous donne. OneWeb, le projet a démarré en 2015. Au moment où Eutelsat rachète OneWeb en 2013, 7 milliards de dollars investis en capitaux avant que Eutelsat n'achète. 7 ans pour que le projet devienne opérationnel. Donc ce sont des objets technologiquement fascinants. Je vous disais ce que c'est que cet objet-là. 650 satellites qui orbitent à très grande vitesse, des stations sol, la Terre qui tourne autour de tout ça, des antennes qui sont des flat panels, donc des antennes dites phased array, où en fait vous avez des microcellules phasées qui font un faisceau qui suit le satellite. Ces antennes, on les pose sur des avions qui volent à 600 km/h. Donc vous voyez l'objet technologique incroyable que ça constitue. Il faut que tout ça fonctionne. Parce que c'est bien d'avoir des satellites, vous le disiez tout à l'heure, mais surtout, il faut avoir des antennes actives qui fonctionnent. Il faut avoir un système, un cœur de réseau système qui permet de faire fonctionner ce système. Ce sont des objets absolument avancés, très, très complexes technologiquement. Donc, voilà, nous, vraiment, on redit à tout le monde, le projet Iris-Carré, c'est la possibilité de mettre tous les pays européens de la table, et il y en a beaucoup, beaucoup qui sont au comité, et on trouverait ça très regrettable qu'il y ait quelques pays qui partent d'une certaine façon faire leur objet dans leur coin. Il nous reste 2 minutes, allez, on va dire 3 minutes. Je sais que Michel voulait parler de GovSatcom.
Et j'aurai une question à vous poser après sur OneWeb, évidemment. Bien sûr. Michel. Oui, sur GovSatcom, on voit bien que justement la préférence européenne a quelques encoches, avec notamment l'Italie et l'Allemagne. Quelle est votre vision sur cette préférence européenne de façon plus large que GovSatcom et est-ce que finalement, vous, en tant qu'Européens, vous préconisez cette préférence européenne? Écoutez, nous, bien entendu, on est, vous savez, au cœur des sujets de souveraineté. La recapitalisation de Telsat, elle est au cœur de cet environnement géopolitique qu'on connaît maintenant depuis plus d'1 an. Donc, on est bien entendu très favorable à la préférence européenne. GovSatcom, c'est quoi? En fait, ce sont des capacités satellitaires qui sont mises dans un pool pour l'Europe, financés par l'Europe pour servir les pays européens. Donc on est très favorable à ça. On est d'ores et déjà dans GovSatcom avec nos satellites géostationnaires. Donc les pays ont la possibilité d'utiliser de la capacité géostationnaire de Telsat. Par exemple, on a un satellite qui s'appelle KVHTS, qui est un satellite très puissant, très récent, qui a quelques années seulement, qui a la capacité de donner des services Internet très haut débit, là aussi, en géo, on est dedans. Et la phase 2 de GovSatcom, c'est de pouvoir accueillir des services de basse orbite. Voilà, donc on est en cours de discussion avec eux. L'Europe, à ma connaissance, reste toujours très attentif à ce que ce soit des objets européens. Donc on est en discussion avec eux parce que vous savez que OneWeb, on a des équipes à Londres, en Angleterre, donc on est en phase de les convaincre qu'on est bien européens et qu'on a aussi beaucoup d'équipes en France, en Italie, et que donc c'est une constellation européenne, même si l'Angleterre géographiquement fait partie de l'Europe. Donc voilà, les discussions sont en cours pour avoir, on l'espère le plus vite possible, Eutelsat OneWeb avec la constellation basse orbite dans GovSatcom. Tout dernier mot sur OneWeb, rapidement. Vous avez contracté il n'y a pas très longtemps avec Airbus pour 340 nouveaux satellites qui s'ajoutent, si je ne dis pas de bêtises, à 100 autres qui étaient déjà en préparation, ce qui fait une belle masse de satellites. Où est-ce qu'en est OneWeb aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dans la densification ou dans le renouvellement de la flotte? Alors les deux, donc effectivement on a commandé 340 satellites supplémentaires à Airbus suite à la recapitalisation de Telsat. Ça a été fait là au tout début de l'année, tout début janvier. On en avait déjà 100. Donc ces satellites sont en cours de construction au moment où on se parle sur une chaîne industrielle à Toulouse avec Airbus. C'est absolument critique parce que ce sont des satellites qu'on compte bien lancer d'ici la fin de l'année et en 2027 qui vont permettre les deux, c'est-à-dire de densifier la constellation et aussi de remplacer certains de nos satellites parce que parmi les 650, il y en a qui avaient été lancés en 2019 et ceux-là, il faut les remplacer parce qu'on sait qu'ils vont arriver à fin de vie. Donc les deux. Et ça nous permet d'avoir une constellation OneWeb qui va être opérationnelle jusqu'en au moins 2031, date à laquelle le projet Iris Carré viendra à ce moment-là prendre la suite de notre constellation basse orbite. Est-ce que ça veut dire que tout le temps, vous allez choisir des constructeurs de satellites européens et des lanceurs européens dans la préférence européenne? Alors, on aimerait choisir que des lanceurs européens. D'ailleurs, on a signé un très bel accord avec Maya Space, qui est la start-up française et l'une des start-up européennes dans le domaine des lanceurs réutilisables. On a signé cet accord parce que ce lanceur convient très très bien à ce qu'on veut faire. On n'est pas en train de lancer une nouvelle constellation. Notre constellation, elle existe. On est en train de la renforcer. Et donc, on a plus besoin de lanceurs chirurgicaux, donc de petits lanceurs réutilisables, que de très gros lanceurs. Donc, effectivement, on va privilégier, mais on va aussi lancer avec des lanceurs américains parce qu'on a beaucoup de satellites à lancer et donc on est très heureux d'avoir signé ce contrat avec MySpace. Jean-François Fallacher, directeur général de Telsat, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce R & Défense. Un grand merci à vous. Et Michel, rédacteur en chef de la Tribune, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Et tout de suite, on va parler d'aéronautique civile avec Léo Barnier dans le décryptage. Léo Barnier, rédacteur en chef chez Air & Cosmos. À tout de suite. Air & Défense, le décryptage. C'est l'heure du décryptage dans Air & Défense avec Léo Barnier. Bonjour Léo. Bonjour Jean-Baptiste. Rédacteur en chef chez Air & Cosmos. Un grand merci d'être avec nous. Alors là, il y a un sujet d'aéronautique civile assez incroyable en ce moment qui agite Bruxelles. Je caricature un petit peu, mais je crois que l'idée est là. Comment peut-on concilier le droit des passagers et parallèlement la rentabilité des compagnies aériennes? Dans quelle mesure on doit rembourser les passagers en cas de retard? Est-ce qu'ils doivent payer des bagages à main ou pas, etc. Enfin, c'est un débat qui met Bruxelles vraiment en ébullition. Qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, c'est un vrai débat et on l'a vu, ça s'est terminé là par une opposition frontale entre le Parlement européen et le Conseil européen.
Donc, c'est un sujet qui dure d'ailleurs depuis une dizaine d'années. Quand même. Ouais. Oui, quand même. Depuis 2013, pour être exact. Et il y a une volonté de réviser ces droits, ces droits des passagers, donc qui protègent les passagers en cas de retard, d'annulation, de savoir à quoi ils ont droit, quelles indemnités. Et le Conseil, qui représente les États, avait fait des propositions pour faire évoluer ces droits aux passagers, et le Parlement s'y est clairement opposé. On a eu un vote à l'unanimité, ça a été transpartisan, ça a été quasiment à l'unanimité, il y a peut-être une quinzaine de votes contre au maximum. Donc voilà. Et j'allais vous dire, Léo, pardon, mais sur quoi se déchire Bruxelles ? Quelles sont les questions qui sont... Alors là, pour le coup, parce que ça paraît presque un peu surréaliste. Effectivement. Voilà, le cœur du problème, c'est que dans cette révision, le Conseil a avancé des propositions qui n'allaient clairement pas dans le sens des passagers. Voilà. Donc, d'ailleurs, on a eu une montée au créneau de plusieurs associations, l'UFC Que Choisir, la FNOT qui représente les usagers des transports, et qui se sont tout de suite opposés. Et le Parlement a pris le relais. Donc, les trois points majeurs, c'est notamment le seuil à partir duquel les passagers ont le droit à une indemnisation en cas de retard. D'accord. Donc, jusque-là, on était sur 3 heures, et le Parlement veut que ça reste 3 heures, alors que le Conseil européen, lui, avait demandé à ce que ça passe à partir de 4 à 6 heures en fonction de la durée des vols. Moins avantageux. Effectivement, ouais. C'est aussi le maintien actuel du niveau de compensation. Aujourd'hui, on est sur une fourchette qui va de 300 à 600 euros. Le Conseil proposait de passer de 300 à 500 euros. Là aussi, encore, le Parlement est allé dans une position plus pro-passager, là où on peut penser que le Conseil est plutôt pro-compagnie. Enfin, la dernière chose, c'est l'encadrement des circonstances extraordinaires. Donc, les cas de force majeure dans lesquels les compagnies aériennes peuvent s'exonérer de payer ces compensations aux passagers. Et là-dessus, pour l'instant, il y a un flou juridique, du moins c'est ce qu'avancent notamment les compagnies aériennes. Et le Conseil voulait un peu qu'on fixe tous les cas, que ce soit très défini, éviter tout ce flou actuel. Mais la crainte des passagers et du Parlement, c'est que cette liste soit beaucoup trop allongée, qu'il y ait beaucoup trop de cas et que ça permette aux compagnies d'échapper à leurs responsabilités un peu trop souvent. Je me dis, mais qu'est-ce qui justifie une telle bataille comme ça entre le Parlement, la Commission ? Est-ce que les enjeux financiers sont aussi importants que ça ? On ne mesure pas forcément très bien. Alors, on en parlait tout à l'heure un peu hors plateau. Même moi, je suis tombé des nues. On parle de 8 milliards d'euros par an. 8 milliards d'euros par an ? Oui. Ce chiffre, c'est la Commission européenne qui l'avance. Avant cette révision, donc en 2024, ils avaient fait une étude d'impact et effectivement, ils avaient chiffré à 8 milliards d'euros par an le coût de ces indemnisations à payer pour les compagnies aériennes européennes. Et derrière ça, en plus, il y a un autre petit sujet, c'est que les compagnies aériennes européennes trouvent que ça contribue à la distorsion de concurrence avec leurs concurrents qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations. Les compagnies du Golfe, par exemple ? Bien entendu. Ouais. Qui, elles, ne sont pas soumises effectivement à ces mêmes... Voilà, au moins sur leur territoire. Et puis après, dans le cadre de l'Union européenne, effectivement, on n'est pas sur les mêmes choses. Et notamment, surtout l'intra-européen, où là, toutes les compagnies sont vraiment soumises à ce droit sur les passagers. Tout dernier mot, Léo, on a espoir que ces différentes conversations, discours, batailles se terminent bientôt, parce que vous disiez tout à l'heure, ça fait déjà 10 ans. Ouais. Quelle est la suite, si je veux dire ? Là, on est un peu à la dernière étape. On a eu tout un processus de lecture au Parlement, de processus de trilogue entre la Commission, le Parlement, le Conseil. Là, on va rentrer dans ce qu'on appelle une procédure de conciliation. Donc, en gros, on aura 27 représentants de la Commission, 27 représentants du Parlement, donc, et 27 représentants des États membres. Voilà. Grosse discussion en perspective. Grosse discussion en perspective, mais il faut savoir que s'ils ne trouvent pas un accord et que cet accord n'est pas validé et par le Parlement et par le Conseil, la révision va tomber. Léo Barnier, un grand merci. J'en profite juste pour montrer la couverture d'Aircosmos de cette semaine. Vous évoquiez le salon aéronautique de Singapour. On le voit à l'image. Léo Barnier, rédacteur en chef chez Aircosmos. Un grand merci. Et je vous dis, Léo, à la semaine prochaine. Un grand plaisir. Merci. Tout de suite, c'est l'heure d'analyser les signaux faibles. Et c'est Antoine Larigauderie de BFM Business qui nous rend visite cette semaine. Air et Défense, les signaux faibles. Les signaux faibles vont nous emmener cette semaine aux États-Unis
du côté de la zone 51. Antoine Arrigaudry, bonjour. Bonjour, le Nevada, bien entendu. Vous êtes aux commandes sur BFM Business de Tout pour investir, spécialiste des questions de patrimoine, mais vous avez aussi, parmi vos petits secrets innovables, une passion AvGeek, une passion pour l'aéronautique, notamment. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler d'un sujet alors, assez surprenant pour le coup. Les Doritos volants, oui, Alors, du côté de la zone 51, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe de ce côté-là en ce moment, Antoine. Vous avez la formule secrète pour faire réagir toutes les sphères AvGeek, limite complotistes sur les réseaux sociaux, mais il y a peut-être un dessin caché derrière qui est intéressant. Mais enfin, ce qui émerge là depuis un mois sur tous les comptes d'amateurs d'aviation, en gros sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Twitter, c'est une certaine photo, vous la voyez, cette vidéo, d'une sorte de triangle volant qui traverse le ciel, alors apparemment très très haut dans le ciel et très très vite. Des triangles volants dans le ciel américain et dans le ciel mondial, on en voit assez souvent. C'était la forme aérodynamique préférée de Jack Northrop, un grand pionnier de l'aviation américain. On lui doit le fameux B-2, le bombardier furtif qui a œuvré notamment pendant la guerre des 12 jours dernièrement, mais ce bombardier qui est très difficilement détectable et qui délivre des bombes avec précision et le vecteur nucléaire américain. Bon, au-delà de ça, des triangles volants, on en voit d'autre part. Il y a des drones qui adoptent cette forme d'aile très particulière. Très inhabituelle comme forme, là, pour le coup. Très inhabituelle. Là, ce qui est beaucoup plus inhabituel, c'est l'altitude et la vitesse de l'objet. Et ça nous ramène à 30 ans en arrière, dans la même zone, l'Area 51, cette fameuse base militaire ultra secrète américaine où étaient testés les premiers avions furtifs et différents types d'armements un petit peu exotiques, pourquoi pas des soucoupes volantes, on en a parlé aussi, mais où on a testé, et de manière à la fois très hypothétique, mais très certaine, un avion qui s'appelait l'Aurora, qui était censé être un avion de reconnaissance américain hypersonique. Il volait à Mach 7 ou Mach 8, c'est une vitesse totalement délirante. Il était piloté, visiblement. Son existence n'a été que pure hypothèse. On a vu des traînées dans le ciel qui auraient été dues à son système de propulsion, qui était un petit peu complexe, un petit peu hybride, mais qui lui garantissait des vitesses totalement folles. Et on lui donnait ce rôle d'avion de reconnaissance, mais aussi de vecteur de frappe nucléaire. Et ça, c'était dans fin des années 80, début des années 90, ça a, d'une manière ou d'une autre, finalement signé l'arrêt de mort de l'Union soviétique. Ça et la guerre des étoiles qu'avait lancé Ronald Reagan, c'est-à-dire que quand on suppose l'existence d'un tel programme, on se dit, là, il n'y a plus rien à faire, c'est une arme totalement invulnérable, et ils la sortent quand ils veulent. Là, la différence, c'est Qu'est-ce que ça préfigure ? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir derrière ce qu'on voit là ? Enfin, c'est une sorte de redite. Ouais, alors, je ne sais pas si vous avez vu le Top Gun Maverick, le deuxième, vous l'avez vu ? J'avoue que non, pas encore. Alors, regardez-le parce qu'au début, il y est fait allusion. Alors, ça s'appelle Dark Star dans Top Gun Maverick, mais c'est un projet d'avion hypersonique, donc Mach 7, qui est capable de délivrer quoi que ce soit partout quand on en a besoin, et de manière beaucoup plus précise et rapide que des drones qu'il faut déployer, que des satellites qu'il faut bouger, ou d'autres vecteurs qui mettront un petit peu plus de temps à arriver. On sent que dans la doctrine américaine, il y a besoin d'une certaine forme d'immédiateté. Donc, de là à sortir des cartons un vieux projet qui marche encore et qui a toujours une avance technologique intéressante, il n'y a qu'un pas. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, des administrations et des décideurs militaires qui font filtrer comme ça des petites vidéos, des petites photos, etc., histoire de bien alimenter la sauce et de délivrer le message. On est là, on a ça, c'est même pas la peine de résister. On verra, Antoine, si le Dorito volant apparaît dans les années qui viennent au grand jour. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Antoine. Plaisir. C'est la fin de ce numéro d'Air Défense. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Air et Défense sur BFM Business.